Eh ben, salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, enfin celle que tout le monde me demandait, la présentation du runner. Ça fait un moment que je fais des vidéos de voyage sur le 4x4 et que je présente jamais le véhicule. Donc on va enfin le présenter, vous montrer un peu avec quoi on part, la tente, l'aménagement, la préparation du 4x4 pour le faire du off-road, l'intérieur aussi, l'aménagement intérieur. Et puis on va vous montrer tout ça, voilà. Allez, premier point, l'aménagement intérieur, l'endroit où on range un peu tout notre bordel, le matériel de bivouac, les habits, la bouffe. Alors, j'ai fait ça à partir de planches de pain, c'est du pain en 20 mm ou 18 mm je crois. Bon, c'est un peu gros, mais ça fait le travail, c'est super solide, mais c'est un peu lourd. Alors, tiroir de gauche en bas gauche, on met tout ce qui est matériel pour faire la cuisine. Donc casserole, assiette, liquide vaisselle, les tasses, le réchaud pour faire à manger, les couverts. Tiroir de droite, en bas à droite, c'est ici qu'on met la bouffe. Éventuellement une petite bouteille de gaz, ça peut toujours servir, mais on s'en sert pas trop. En haut à droite, c'est le tiroir où j'ai du matériel, un peu de bivouac. Bon, une passoire pour faire la vaisselle. Le super barbecue, le baroudeur que j'ai acheté à Valoir l'année dernière, super matériel. Ouais. Un tuyau d'eau pour remplir le réservoir d'eau, une sangle cinétique pour tirer les copains, un chalumeau, un blender, voilà un peu tout le bordel quoi. Hop, voilà. Donc ça c'est pour les meubles. Ensuite j'ai fait un petit tiroir sur le côté droit là, ça fait un petit coffre. Là j'ai du matériel pareil, un fer à souder, ça peut toujours en servir, un spot 12 volts, des colliers Riesland, du fil de fer, avec ça je répare tout et n'importe quoi, c'est super important, des mèches, une bombe anti-crevaison, un multimètre pour les éventuels petits problèmes électriques. Donc tout ça c'est indispensable. Ah tout ça c'est, moi je suis obligé d'avoir tout ça, je suis plus rassuré. La platine électrique, donc là on a le chauffage au gasoil, la pompe à eau pour prendre la douche. Là c'est activé, c'est pour vous montrer, là c'est la jauge de niveau d'eau du réservoir d'eau. Et aérator, en fait c'est la vitre arrière. Comme c'est un runner, c'est un haillon derrière, il y a besoin d'une vitre pour l'ouvrir. Je me suis mis un bouton ici en supplément, ça peut toujours sauver en cas de panne du premier bouton. La caisse à outils, ici sur la gauche avec tout l'indispensable. Je pense que je ferai une vidéo sur tous les outils à prendre à avoir en 4x4. Je pense que c'est important et j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur ça. L'écran du chauffage pour se chauffer l'hiver, indispensable le chauffage, une fois qu'on l'a on s'en passe plus. Et ici tout simplement table et chaise. Donc c'est du Ironman, donc c'est gros, ça prend de la place, mais une fois dedans on est bien installé. J'ai l'éclairage aussi ici, hop, parce que j'ai mis des petits spots, des réglettes LED. Ça aussi, on va peut-être en parler, le set de couverts Frontrunner. Franchement on l'a pris l'année dernière à Valoir parce que moi de base j'avais une vieille boîte qui traînait avec des vieux couverts que je traîne depuis des années, mais j'avais envie de neuf un peu. On a chopé ce set, bon il n'est pas donné, c'est une cinquantaine d'euros, mais il est complet pour faire le barbecue, il y a la petite planche à découper, il y a 4 cuillères, 4 fourchettes, on peut manger à 4. C'est vrai que c'est pas mal, bon, un petit peu déçu, il y a la couture qui a pété là. Hop. Ici, de base on peut le suspendre en fait avec des mousquetons, au moins ça a cassé. Mais sinon c'est vrai que c'est pratique. En fait une fois rangé ça prend pas de place. Allez, si tu veux leur montrer. Hop. 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 Et hop. Voilà. Une fois rangé, voilà, c'est même la petite poignée. Voilà. C'est sport. C'est pratique. Le réchaud, comme je disais, nous on a un réchaud Coleman à essence. Comme quelques youtubeurs aussi, je pense que vous avez déjà vu des vidéos sur ça. C'est super simple, hein. Dedans vous mettez ce que vous voulez, ça marche avec tout n'importe quoi, du 98, du 95, j'en ai même vu qu'ils font marcher à l'éthanol, du white spirit, de l'alcool à brûler, ça marche avec n'importe quoi. L'avantage c'est que peu importe dans le monde où vous êtes, vous aurez toujours du carburant, alors que du gaz, vous êtes vite embêté selon où vous allez. Nous ça nous arrivait d'être emmerdés en Croatie avec du gaz lors d'un précédent voyage, on était bien embêtés. Donc depuis réchaud Coleman, on n'est plus embêté, c'est le top. Alors la place du chien, ici. Très important. Ah oui, la place à Rocky, il va derrière moi, on a fait une petite place dans sa caisse, entre le siège conducteur et le réservoir d'eau, voilà tout simplement. Cette caisse on l'a achetée à Decathlon. Elle est super, elle prend pas de place, elle est pliable, et le chien il y est bien dedans, donc
C'est tout bénef. Sous le chien, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le Shinasto que je pense que vous connaissez tous maintenant, petit chauffage stationnaire au gasoil. Moi, pour perso, je l'ai branché en direct sur le réservoir du 4x4. Je me suis un peu chié à tout tomber dessous, mais au moins je m'emmerde pas à trimballer un petit réservoir de 5 ou 10 litres, là, je sais plus combien il est fait d'origine, avec moi dans le 4x4, à toujours surveiller s'il y a de l'essence dedans, là, enfin du gasoil. Là, au moins, je suis toujours sûr d'avoir du gasoil. Perso, ça fait 3 ans et demi que je l'ai, j'ai jamais été embêté. Pourquoi j'ai autant de tuyaux? Ben, je vais vous montrer après. C'est parce que je me suis fait un système pour chauffer en haut dans la tente. Parce qu'avant, en fait, de base, on dormait dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. À gauche, petit matériel important aussi. Hein. L'extincteur, le jeu de boules avec les copains, des outils, des câbles de démarrage. Mais ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les outils et le matériel de bivouac. Vraiment tout détaillé, ce sera peut-être mieux. Petit truc aussi pas mal, ben, c'est l'éclairage intérieur. Parce que de base, il n'y a que ça. La petite navette au plafond qui éclaire que dalle, mais avec une bonne ampoule. Parce que devant, il n'y a rien du tout devant. Donc j'ai mis ça, des petites réglettes Amazon, pareil, 15 balles. Ça éclaire de folie la nuit. C'est vraiment pratique pour y voir le soir au bivouac. Et c'est assez indispensable, on va dire, plutôt que d'avoir la frontale toute la soirée sur la tête pour chercher le moindre bordel. C'est pas mal. On a aussi un petit rangement que j'ai fait ici. La petite caisse que j'avais fabriquée avec l'aménagement pour mettre les bouteilles d'eau. C'est pratique, comment ça évite qu'elle se balade dans le 4x4. Réservoir d'eau juste là, 100 litres. C'est beaucoup pour certains. Mais étant donné que nous on fait un peu tout avec, la vaisselle et tout, ça part vite. Sachant que j'ai une pompe à eau qui est un peu puissante. C'est 8 litres minute, donc ça part assez vite si on fait pas attention. C'est pour ça que j'ai préféré mettre 100 litres. Au moins on est bien pendant quelques jours. On n'a pas besoin de s'arrêter tous les 2 jours faire le plein d'eau. Donc la sono, j'ai fait avec du bois que j'avais qui traînait. Donc c'est pas très bien fini, mais ça marche super bien. Parce que dans le runner d'origine, on peut pas dire qu'il y a un son d'enfer. Ça sauve bien. Devant, ben, c'est sobre. Hein. Pour le guidage et pour se repérer, tout ça, GPS, support de téléphone Ramount et support de tablette Ramount. On se déplace toujours avec Osmand ou Wikiloc ou Google Earth éventuellement pour chercher des spots, mais le plus souvent c'est bien Osmand. Pourquoi du Ramount? Ben parce que ça bouge pas, tout simplement. Leur réputation, je pense pas qu'elle ait encore à faire, hein. C'est du matériel de folie. De base ici sur les runners, il y a une option, c'est le porte-gobelet. Moi je l'avais pas, j'avais un trou. Donc au lieu de perdre du trou, j'ai mis des boutons. À quoi ils servent? Tout simplement, j'ai le projecteur, la barre de LED, hop, quand je mets les pleins phares, et le projecteur que j'ai sur le capot. Et peut-être d'autres interrupteurs que j'ajouterai au fil du temps. L'autoradio Alpine, top matos, la CB président, voilà pareil, hein, c'est plus à présenter. Et un multiport allume-cigare. Toujours sur l'aménagement intérieur, ben, la boîte que je me suis fabriquée, un gros Cubibox un peu dans l'esprit des Defender. Pourquoi? Parce que de base il y a de la place quand même entre les 2 sièges. Et qu'on a une mauvaise boîte à gants qui sert à rien. On met à peine des clés et un téléphone si ça rentre quoi. Donc je l'ai enlevé. Dessous il y a un petit chauffage qui sert à chauffer la cabine arrière. Mais sauf que moi je m'en sers pas, donc j'ai tout dégagé. Je me suis fabriqué cette boîte où je mets un peu tout mon bordel dedans. Ça fait un gain de place énorme dans un runner parce que c'est pas très grand. Donc c'est à ne pas négliger cette petite boîte. Toujours sur le cockpit, ben, mano turbo tout simplement. Rétro-éclairé. Quand on met le contact, voilà, toujours bien de savoir un peu la pression turbo qu'on a quand on se déplace avec le 4x4, surtout quand il a pas mal de kilomètres. Bientôt 400 000, 397 000. Les sièges, ben, on est sur 2 baquets Turn One que j'ai monté sur des platines fait de maison. Pourquoi des baquets Turn One? Ben, parce que d'origine les sièges ils étaient morts et j'avais l'impression d'être assis sur des planches en bois. Donc les baquets au moins on est bien maintenu dedans. Ils sont propres, ils sont confortables. Ils sont top. Le bouton pour la vitre arrière que je vous disais, c'est le gros défaut du runner en fait. Donc j'en ai mis un ici et lui que je vous montrais derrière. Donc pourquoi en fait j'ai ces boutons et j'ai pas le bouton d'origine? Tout simplement parce que d'origine en fait sur le runner, c'est le gros défaut de ce véhicule. En fait la vitre arrière elle est électrique et si on n'ouvre pas la vitre arrière, on peut pas ouvrir le haillon. Donc vous êtes bloqué en fait. Si ça tombe en panne, vous pouvez pas ouvrir le coffre. Alors pourquoi ça tombe en panne? La plupart du temps en fait dans la contre-aile ici il y a un espèce de gros relais qui va gérer l'ouverture du moteur de la vitre et ça
ça tombe tout le temps en panne. Donc bon, je le sais parce que à force de me documenter sur les forums, à force tout le monde dit la même chose, hein. Donc ce relais il est inaccessible en fait. Faut tout casser en fait pour aller voir ce relais. Faut tout démonter, c'est un bordel de malade et ça vaut un bras. Donc plutôt que de m'embêter à changer ce relais. Donc pour pallier à ce problème de relais tout simplement là dans la contre-aile qui tombe de longue en panne pour la montée et la descente de la vitre, moi je l'ai shunté en fait, donc ça va plus vite et au moins ça marche. J'ai changé le moteur du haillon, donc du lève-vitre, ça vaut 15 ou 20 $ sur Rocoto. Et j'ai monté un bouton, donc celui-ci et celui qui est devant à côté du volant, c'est plus pratique. En fait, bon, de base j'avais mis lui parce qu'on dormait dedans et c'était pratique, la nuit on ouvrait la vitre, on pouvait voir les étoiles. Donc en fait on part du moteur, plus moins, on va sur le bouton, un plus permanent sur le bouton et ça fonctionne. Il n'y a pas de relais entre qui fait intermédiaire. Là ça fonctionnera toujours, à moins que lui, le moteur retombe en panne, mais il n'y a pas de raison, il est neuf. Je vois pas pourquoi ça tomberait en panne. Le problème c'est le relais dans la contre-aile, c'est pas le moteur. Donc là on a éliminé le problème du relais. Pour moi ça ne peut plus tomber en panne. Là ça fait 3 ans et demi que je suis comme ça, la vitre je la monte et je la descends toute la journée quand on part. Je suis pas embêté. Voilà, qu'est-ce qui reste? Ensuite la petite poignée là qu'on voit qui pendouille, pourquoi? Pas parce qu'elle est cassée, tout simplement parce que celle-là j'ai désactivé. Parce que quand j'ai fait l'aménagement, j'ai pas pensé, mais la porte, elle vient se coller quasiment ici. Donc il faut envoyer les doigts pour ouvrir la ridelle, c'est une galère. Ça m'a saoulé. J'ai démonté tout le panneau de porte là, du haillon. J'ai mis du câble, un serre-câble, une belle petite poignée et hop. Au moins je peux déverrouiller ça vers le haut, c'est pratique et il n'y a pas de poignée à tirer. Ensuite, la douche et frigo. Alors la douche, qu'est-ce que j'ai? On a un chauffe-eau climat, alors c'est au gaz. Alors je sais plus si c'est un 6 litres ou un 8 litres le chauffe-eau, il me semble que c'est un 6 litres. C'est-à-dire qu'en fait il y a 6 litres d'eau qui transite constamment à l'intérieur. Ça marche super bien, ça fait des années que j'ai ça, moi maintenant ça doit faire peut-être 4 ou 5 ans, même 5 ans que je fonctionne avec ça. Ça marche du tonnerre, mais le problème c'est que ça prend de la place. Et moi ça commence un peu à me saouler en fait, cette place perdue dans le 4x4 à cause de ça. Donc pour l'instant on continue, mais je pense passer sur un échangeur thermique dans pas longtemps. Donc moi je fonctionne avec une petite bouteille de gaz, je crois que c'est une 1 kg, 1 kg 3, une 1 kg, c'est une 1 kg 8. Donc la bouteille de gaz c'est une 1 kg 8, ça suffit largement, moi je la recharge une fois par an, mais elle est même pas vide quoi. Donc pour la douche c'est top. Ensuite le frigo. Donc bon moi je l'attache avec une sangle à cliquer pour l'instant parce que j'ai pas trop d'autres systèmes et puis ça marche très bien comme ça. Hop. Donc Angel, hein, c'est le MR040 qu'on peut trouver facilement dans le commerce à un prix ultra compétitif pour le matos que c'est. Donc jamais embêté avec ça non plus. Hein. Donc bien entendu frigo à compression, je pense que vous connaissez tous. En 12 volts avec sécurité de batterie, tout ça. Le compresseur T-Max, ultra important pour moi, qui dégonfle tout le temps parce que le runner, comme peut-être vous savez pas, mais c'est un bout de bois ce 4x4 et si vous dégonflez pas, vous faites des saltos arrière sur le siège. Donc je m'en sers tout le temps. On a des petits chats qui font des bisous. Et le chien Rocky qui s'invite. Ok, il est content. Il croit qu'il va partir en bivouac, il voit le 4x4 tout sorti. Donc alors, ce que je vous disais tout à l'heure, la jauge de niveau d'eau, hop, donc c'est ici. Donc là j'ai la jauge. Comme ça je vois constamment le niveau d'eau, j'ai pas besoin d'ouvrir le réservoir et voir à jauger comme ça avec le doigt là. C'est un peu la galère. Le remplissage d'eau il se fait par ici. Donc derrière le frigo, j'ai mon installation en eau, donc la pompe à eau. Et une vanne en fait 3 voies parce que de base je voulais monter un évier pour pouvoir alimenter l'évier justement avec la même pompe à eau, mais pour l'instant j'ai pas fait, donc je pense peut-être modifier l'aménagement et monter ça plus tard, mais pour l'instant c'est en stand-by. Donc voilà, j'ai la vanne et ici un onduleur 600 watts pur sinus, donc pour avoir le 220 volts dans le 4x4. C'est assez important quoi. Nous on prend le blender pour faire les smoothies, charger les téléphones rapidement parce que bon les charger en 12 volts ça va un temps, mais quand vous prenez 4% par heure, ça saoule vite. Donc là, au moins, ça charge super vite avec le petit port USB. Hop.
Et voilà. Alors le moteur, ben, c'est le 1KZT, donc 3 litres turbo diesel, 4 cylindres. Moteur qui est ultra fiable, très très robuste. Il y a quasiment pas de défaut. Il n'y a pas d'électronique à part 4 vitres électriques et la centralisation. Le seul défaut de ce moteur, on va dire, ben, c'est la culasse. C'était connu sur les KZJ, les séries 7, donc 70-73. Les mecs qui roulaient à plus de 3000 tours, ben, ils dégageaient des culasses sur l'autoroute. Donc voilà, c'est le truc à faire un peu attention. Ça peut chauffer, voilà, un peu comme on va dire, pas beaucoup de 4x4, c'est pas fait pour rouler au taquet sur l'autoroute, quoi. Donc moi je me cale toujours à 110, 115 vitesse de croisière, quoi. Avec les 33 ça triche un peu, donc ça me fait gagner de la vitesse. Donc le moteur il tourne un peu moins vite, ça me fait que je suis quasiment à 2500, 2600 tours à 120, 115, 120, donc c'est parfait. Au moins ça évite quand même de se traîner à 90. Mais sinon, voilà, ce moteur, c'est une pépite, quoi. Pas d'électronique, la base, quoi. Un moteur, un turbo et ça y va. Donc après, niveau préparation moteur, ben, c'est, on va dire, basique, mais c'est ce qu'il faut, ça suffit largement. Un filtre à RKN, un schnorkel, la pompe à gasoil, donc une cam LDA qui est biseautée, donc qui laisse passer plus de gasoil avec la richesse et la pompe ouverte. Comme ça, il y a plus de débit au niveau du gasoil et bon, ça fume un peu noir, mais ça se déplace super bien. Et le turbo, les rondelles à la Westgate, on est sur 0,9 voire 1 bar en pic, pardon. Donc avec ce petit montage de schnorkel, KN, pompe à gasoil, turbo et une ligne, là je sors à peu près, on est dans les 150-155 chevaux, donc ça suffit largement. De toute façon, c'est un moteur qui est très couplé de base. Donc c'est super agréable à rouler comme 4x4. Et là je suis en train de... faut que je finalise le truc. J'ai un intercooleur à monter, un gros intercooleur qui va se mettre sur le côté. Là c'est un truc démesuré et monstrueux. Faut que je le pose et puis après on sera au taquet, on va dire, d'une bonne petite prépa fiable qui suffit pour faire du raid, quoi. C'est mon père. Le plus important, ben, on y vient, la tente de toit. Donc c'est quoi? Ben, c'est une overzone de chez Autohome. Autohome, ben, je pense que voilà, pareil, ils sont plus à présenter. Hein. Ça fait des années qu'ils font des tentes de toit. Je crois depuis 1950 ou 1960, quoi. C'est les premiers à sortir de tente de toit. Qualité de fou malade. Hein. La toile, on est sur du 420G, donc c'est monstrueux. Enfin, vous n'avez pas idée, quoi. Je sais pas si on voit par rapport à mon petit doigt là, mais c'est énorme. C'est 3 fois plus épais qu'un jean. Donc la toile est monstrueuse. Le plancher isolation en bois. Donc ça c'est top parce qu'au moins il n'y a pas d'humidité sur le matelas. Tout est en aluminium, échelle, les rails. Pour la taille c'est une taille S parce qu'on est deux. Perso on n'avait pas besoin d'une 140 ou une 150 ou quoi que ce soit là, d'avoir un studio. Ça c'est une 130 Autohome, voilà, la taille S c'est du 130 par 220 je crois de long, il me semble. Voilà, les petites fenêtres en haut avec moustiquaire. Donc fenêtre fixe, on peut pas ouvrir la moustiquaire. Perso, ça nous dérange pas du tout parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres. Donc pourquoi on a pris ce modèle surtout? Moi de base quand je l'ai acheté j'avais pas le haut vent. Et pour moi c'était important de pouvoir manger à l'abri. Donc sous l'avancée et pouvoir pouvoir monter dans la tente à l'abri aussi. De pas être trempé quand tu arrives dans la tente. Et l'avantage aussi c'est qu'on peut y mettre une annexe. C'est-à-dire qu'en fait toute la superficie de l'avancée jusqu'ici on peut fixer une annexe qui est toute bâchée, qui est de la même qualité que la tente, donc c'est-à-dire super épaisse, et manger à l'abri, éventuellement chauffer avec le chauffage si on a l'eau et basto. Donc le système de chauffage que je disais, la gaine qui sort du 4x4, qui passe par une petite plaque que j'ai percée, enfin que j'ai fabriquée tout simplement et que j'ai percée avec une cloche, une petite cornière derrière pour tenir sur la vitre quand on remonte la vitre, hop, cette petite cornière, et la gaine qui descend dans le chinasto, tout simplement. Ça permet de chauffer la tente l'hiver, hein, quand il fait froid. Nous on dort même sous la neige, la tente il doit faire 25-27, pas de souci en étant au minimum. Plus besoin d'avoir des bouillottes de je sais pas quoi là qui encombrent le 4x4 et qu'il faut faire chauffer l'eau le soir. Pas besoin là, au moins on dort avec un drap, il fait super bon. Alors ça, me dites pas ouais pourquoi t'as mis ça, tout ça. Tout simplement c'est parce que j'avais dans l'idée de mettre l'annexe, j'ai toujours l'idée, hein, de mettre une annexe plus tard ici.
et d'avoir une pièce qui est chauffée. Donc je peux chauffer l'annexe et la tente en même temps. Comme ça on peut manger au chaud l'hiver, parce que bon, le haut vent c'est bien, mais ça garde pas la chaleur. Quand il fait -10 dehors, vous mangez dans le froid. Là, avec l'annexe, ça permet de manger confortablement dans le chaud, s'habiller au chaud, manger, faire n'importe quoi le soir, jouer aux cartes, et d'être confortable, quoi. Pas d'être dans le froid, de se peler. Là, c'est vrai que c'est un confort qui est non négligeable. On peut s'en passer, hein, mais quand on y a goûté, c'est vrai qu'on a du mal à partir sans chauffage après. Voilà donc le système de chauffage de la tente. Il n'y a rien de bien sorcier, quoi. Hein. Hop. Petit crochet de la tente là. Hop. Viens là toi. Voilà, voilà. Quand je ferme, ça donne ça. Ensuite, le haut vent. Important quand ça fait plusieurs années que vous partez en 4x4 et vous mangez sous la pluie ou que vous mangez pas, vous vous cachez dans la tente parce qu'il pleut. À la fin, ça devient relou. Donc Rock Alu, ça fait pas longtemps qu'ils sont sur le marché, mais perso ils sont top. Autoportants, donc pas besoin de mettre les pieds. Moi je les mets très rarement les pieds. Je les mets vraiment que quand il pleut beaucoup ou quand il y a du vent. Sinon ça tient mais de folie. Il n'y a pas de jeu, c'est solide. Après niveau prix il est pas très excessif, il est pas super cher. Donc ils sont super bien placés sur ça, donc voilà, c'est top. Pour porter du coup le haut vent et la tente de toit, il y en a beaucoup, je sais que ça intéresse les propriétaires de runners. Comment je fais, comment j'ai mis la galerie, pourquoi j'ai des barres de toit et d'autres n'en ont pas. Alors de base en fait j'ai pas de barre de toit ni de barre longitudinale origine là. Moi j'ai le toit, il est tout lisse comme tous les runners et qu'en fait vous pouvez voir. Hop, je vais enlever la sangle du haut vent. En fait sur un runner il n'y a pas de gouttière. Il n'y a ni de gouttière ni rien en fait. Il y a cette mauvaise... ouais, c'est pas une gouttière, un mauvais trou là, mais on n'a pas de gouttière, ce qu'on appelle le système de gouttière sur les 4x4 comme les vieux Toyota, les Land Rover, tout ça, où on prend des barres de toit, on accroche là comme ça, là on serre. Sur un runner, le toit il est tout lisse et c'est une galère quand on connaît pas. Donc le seul système de barre fiable qu'il existe pour un forerunner de ces années-là, c'est ça, c'est Rhino-Rack. Ça vaut son prix, il faut dire ce qui est, je crois que ça vaut pas loin de 500 balles. Alors en fait c'est des rails que vous allez poser en fait sur votre toit. Vous allez tout repérer à l'intérieur, vous avez des trous. Vous allez repérer tous vos trous. Une fois que vous êtes prêt, vous percez le toit en fait. Il ne faut pas avoir mal au cœur, moi je m'en fous, hein, le 4x4 il est fait pour ça. Vous percez le toit. Moi j'ai mis de la colle à pare-brise en même temps, donc perçage de toit, colle à pare-brise. On pose le rail et on va mettre des rivets je crois que c'est de l'inox, des gros rivets en inox pour poser les barres de toit. Donc vous avez plusieurs longueurs de rail de bas, je crois qu'il y a du 2 mètres, non il y a 1m50, 2 mètres, 2m10, 2m20, un truc comme ça. Vous allez voir sur leur site quoi, c'est super simple. Et après vous mettez les barres adaptées, donc c'est des écrous prisonniers en fait qui se mettent dessous avec des barres. Donc de base moi je voulais mettre 3 barres et bon j'ai mis que 2 barres et ça a suffi en fait pour porter la tente et le haut vent. Et plus tard je voulais rajouter ça en fait, du bordel sur le toit, la jerrycan, le lift, les plaques. Et du coup il me fallait une galerie et je voulais pas mettre 1500 balles dans une front runner parce que j'en ai pas l'utilité honnêtement. Donc j'ai fait quoi, j'ai acheté c'est une Swiss King en fait, c'est accessoires44.ch. 300 balles je crois la galerie, elle est en 3 parties. Elle est super. Le petit défaut c'est ça en fait, la galerie est en 3 parties. Donc la grille ici elle a tendance à faire le ventre, à tomber. Donc j'ai renforcé avec des résistances sur toute la longueur. Maintenant on peut se taper les joints, ça bouge plus. Et pour faire tenir devant, tout bête en fait, vu que mes rails n'étaient pas assez longs pour reprendre mon système avec les barres de toit, il a fallu que je bricole. Encore une fois, j'ai percé le toit. J'ai fait des pattes, des petites pattes en alu avec rivet pop que je suis allé popper directement dans le toit. Comme ça, j'ai les pieds qui ne bougent plus. Et j'ai le petit morceau qui vient ici, en fait, qui passe derrière le joint, qui passe là. Et bon, ça bouge pas quoi. Ça fait le taf, hein, ça fait 1 an et demi que c'est comme ça. Et puis c'est super quoi, moi je peux porter tout mon truc sur l'avant du 4x4, ça fait de la place encore de gagner pour porter, pour ranger on va dire. Donc au niveau des roues, je suis chaussé en 33 12,5 par 15 sur des jantes NK, jantes japonaises que j'ai trouvées sur le bon coin. Je suis fan de ces jantes, surtout fabrication japonaise, ça va parfaitement avec le 4x4. Donc moi de base je voulais des breads.
mais les Bred c'est intouchable. Et au final un jour je suis tombé sur ces jantes par hasard, je connaissais pas du tout. Et quand je les ai vus, ça a été le coup de cœur. J'ai fait presque 800 bornes pour aller les chercher et je regrette pas du tout. Super solide, design de fou, ça bouge pas quoi, ça c'est top. Donc en pneus c'est des all-terrain, donc je crois que celle-là c'est la première génération, ceux-là c'est la première génération, ils sont assez vieux. Hein. Mais super solide quoi, il y a encore pas mal de dessins, je roule beaucoup dégonflé avec, ça s'use pas, il y a un super grip. Enfin, pour moi les all-terrain c'est le meilleur rapport pneu raide on va dire, si on peut appeler ça comme ça. C'est ce qui dure le plus longtemps, c'est ce qui est le mieux quoi, quand on fait de la route et du TT. Niveau suspension, donc je suis en kit plus 5 OME, donc c'est du Oldman, amortisseur jaune pour ceux qui reconnaissent. Charge lourde, voilà. La barre panard est d'origine, mais je vais sûrement mettre une réglable parce que j'ai le train arrière qui est justement légèrement décalé. Je sais pas si ça se voit, je pense pas que ça se verra à la caméra. Mais j'ai le train arrière qui est un peu décalé à cause de la réhausse. Ouais, ça, on voit mal. Donc ensuite, barre de LED devant parce que j'ai encore les ampoules d'origine jaune, ça éclaire rien, mais j'aime bien le style. Et des projecteurs jaunes aussi, ça aide bien. Et sur le toit, bon l'antenne de CB, et sur le toit, 2 plaques de désensablage, 5 litres d'essence pour le réchaud, que j'ai toujours avec moi, et le lift, le Criqui Lift qui sert de tire-fort. Moi je m'en suis déjà servi de tire-fort quand on n'a pas de treuil. Ça marche super bien. Et pour soulever le 4x4 aussi derrière, en cas de plantage ou quoi, pour balancer des plaques de désensablage, c'est super utile un lift. Ça prend de la place, mais c'est très très utile. Quand on sait s'en servir, bien entendu, ça peut être dangereux, attention. Donc le pare-choc, donc pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire sur Instagram, je me suis lancé moi dans la fabrication du pare-choc. Ça m'a pris un petit moment parce que j'avais jamais fait ça, et puis au final ça s'est bien passé. Donc pare-choc arrière sur mesure avec porte-roue, porte-jerrycan, donc 20 litres de gasoil parce que de base moi j'ai que 55 litres dans le 4x4 réservoir d'origine, ce qui est minuscule, et quand tu es chargé, que la pompe est un peu touchée, que le 4x4 se déplace bien, de suite tu fais pas beaucoup de kilomètres. Donc en attendant de mettre un réservoir additionnel, j'ai mis ça, 20 litres de gasoil et 20 litres d'eau en plus, voilà, la super plaque de fortune. Les 20 litres d'eau qui servent à pas toucher l'eau du réservoir justement dans le 4x4, ça sert à se laver les mains, à se laver les dents le soir, remplir la gamelle du chien, enfin voilà, des petites conneries qui évitent de sortir la douche à chaque fois. Donc je suis à 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 je pense. Je m'étais pesé 2 tonnes 4 sans le pare-choc, donc là je pense que je rajoute 100 kg avec le pare-choc, la roue, tout ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, oui, la cage est cassée ici, ici, ici je crois, ouais, ici. En fait, après voilà, mon pare-choc moi il est en essai, hein. Je viens de finir de le fabriquer, je suis parti 2-3 fois avec. Il fallait que je vois si tout ça c'est solide. Je vois qu'ici c'est pas assez renforcé, donc là je vais ressouder tous les endroits qui sont dessoudés. Et je vais renforcer avec des petites équerres que je vais souder par dessus. Comme ça bougera pas, et puis de toute façon c'est à force de partir avec que je verrai les petits défauts du pare-choc, de ce qu'il va falloir réparer au fur et à mesure. Mais sinon dans l'ensemble ça fait super bien le travail. Voilà, c'est nickel, et moi ça me dépanne bien. Ça fait un peu le tour du 4x4 pour ceux qui me demandaient. Je pense qu'on est bien, hein. Le pare-choc, le pivot peut-être. Ouais, j'ai pas parlé du pivot, c'est un pivot qu'on peut trouver sur les sites américains. Spécial, en fait, pare-choc porte-roue. C'est tout bête, hein. Ça vaut quoi? Ça vaut dans les 100, 150 balles celui-là. Il donnait pour un peu plus de 300 kg je crois. Et bon, ça bouge pas, hein. Là on a fait une grosse sortie en Auvergne avec beaucoup de franchissements. J'ai tapé le pare-choc plusieurs fois, je me suis posé dessus, ça n'a pas bougé. Le porte-roue, je l'ai fait avec quoi? Le porte-roue, je l'ai fait avec tout simplement un moyeu de roue que j'ai viré tous les roulements, j'ai tout dégagé. Et je l'ai soudé à travers, en fait, j'ai percé là avec une cloche. J'ai passé le moyeu jusqu'ici, j'ai soudé ici et j'ai soudé à l'intérieur. Ça, c'est des petits capuchons qui viennent d'Amazon. Et j'ai mis des feux de recul, pareil, parce qu'on voit rien d'origine. Des petits feux de recul que j'avais chopé à Valoir l'année dernière aussi, qui traînaient dans le garage. Voilà, qui font le boulot. Ben voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, on va vous dire au revoir, et puis je vais laisser le mot de la fin pour Caro un petit peu, elle n'a pas beaucoup parlé. Terminé. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, on vous répondra de ce pas. Gros bisous!